nous pénétrons dans cette demeure comme aurait pu le faire l'un des personnages de ces innombrables romans d'aventure. L'homme qui habita cette maison pendant plus de 20 ans est peut-être l'écrivain qui a le plus influencé l'imaginaire du XXe siècle en s'inspirant des avancées scientifiques et technologiques de son temps. Il imaginera des épopées d'avant-garde, dépassant les limites du monde connu. Il créera des situations qu'aucun auteur n'avait encore osé imaginer et dans lesquelles il plongera ses illustres personnages. Les mots du capitaine Nemo auraient pu être les siens. Vous êtes venu surprendre un secret que nul homme au monde ne doit pénétrer. Le secret de toute mon existence. Et vous croyez que je vais vous renvoyer sur cette terre qui ne doit plus me connaître? Jamais. En vous retenant, ce n'est pas vous que je garde. C'est moi-même. La voix du capitaine Nemo résonne encore aujourd'hui dans le petit cabinet de travail de son auteur, Jules Verne. Lorsque Jules Verne emménage en 1882 à Amiens, dans la maison à la Tour, avec sa femme Honorine, il a 54 ans. Il a écrit plus d'une trentaine de romans et ses œuvres sont déjà traduites dans le monde entier. Les journalistes viennent du monde entier pour rencontrer le grand Jules Verne. On va venir bien sûr de France principalement, mais aussi on vient d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, voire des États-Unis. Donc on a en plus, les journalistes à l'époque sont en train de mettre en place une technique journalistique qui commence vraiment à bien s'installer dans la presse, c'est la technique de l'interview. Et là, Jules Verne est heureux de parler de ses méthodes de travail, il est heureux de parler de son œuvre, il reçoit les journalistes et en même temps, il fait visiter sa maison. Jules Verne donne ses entretiens à la presse dans le salon. La maison est très vaste et Jules Verne et sa femme reçoivent beaucoup dans cette salle à manger ornée d'un magnifique plafond à caissons et d'un mobilier de style néo-gothique. Cette pièce recèle aujourd'hui encore de nombreux objets appartenant à Jules Verne et à son épouse. Fin de siècle et exotisme sont la marque du rez-de-chaussée, grâce au magnifique jardin d'hiver baigné de lumière. À l'étage, Jules Verne consulte les documents qui nourrissent son imagination pour ses romans. On sait qu'il lisait régulièrement les œuvres d'Homère, de Montaigne, de Shakespeare ou encore d'Edgar Poe. Et c'est là, dans la plus petite pièce de la maison, que Jules Verne choisit d'installer son cabinet de travail avec un petit lit de repos en fer, un fauteuil en cuir et un simple bureau. C'est dans cette pièce, tous les jours, pendant 20 ans, entre 5h et 11h du matin, qu'il a donné naissance à plus de 30 romans. Il y écrira aussi ses souvenirs d'enfance. Il témoigne de la première fois où il monta en cachette à bord d'un bateau. Voilà les cabines aux cloisons craquantes, où j'aurais voulu vivre des mois entiers, et ces cadres étroits et durs, où j'aurais voulu dormir des nuits entières. Je sors, je monte sur la dunette, et j'ai l'audace d'imprimer un quart de tour à la roue du gouvernail. Il me semble que le navire va s'éloigner du quai, que ses amarres vont larguer, ses mâts se couvrir de toile, et c'est moi, timonier de 8 ans, qui vais le conduire en mer. Et là, il se sent pris d'une envie de devenir le capitaine d'un instant de ce bateau. Forcément, le vrai capitaine va arriver, il va le gronder très fort et Jules Verne descendra du bateau. Cet épisode se déroule à Nantes, où est né Jules Verne en 1828. Il passera toute son enfance sur les quais de la Loire, menant directement à la mer à Saint-Nazaire. Il se réfugie dans la lecture, il aime particulièrement les romans d'aventure, et il commence à écrire de la poésie et des petits textes de fiction. La frustration va naître du fait qu'il ne sera pas, normalement il n'est pas prévu qu'il soit écrivain, mais qu'il soit avocat. Par contre, son frère Paul, lui, va être marin, il va être officier de marine, et donc c'est vraiment, alors que Jules Verne rêvait de voyage, étant enfant, adolescent, rêvait de voyage, il n'est pas prévu du tout qu'il soit le voyageur dont il rêvait, et ce sera le frère qui va endosser ce rôle-là dans l'histoire familiale.
Un avenir tout tracé pour le petit Jules, qui ne correspond en rien à ce dont il rêve. Heureusement, l'adolescence permet d'autres évasions. Jules Verne, adolescent, tombe amoureux de Caroline Tronçon, sa cousine, et donc forcément c'est quelque chose d'un petit peu hors norme pour l'époque, et on dit que cet amour qui va être très vite déçu par les interventions parentales, aurait été une des motivations de l'envoyer faire ses études de droit à Paris. Cette déception amoureuse marquera fortement Jules Verne, isolé dans la capitale et forcé de s'éloigner de celle qu'il aime. Reste que Paris a d'autres charmes, qu'elle est la capitale des lettres par excellence, et que c'est peut-être là sa chance. Très vite, il se mêle des milieux littéraires, il essaie de s'approcher de Victor Hugo, il rencontre surtout Alexandre Dumas, qui va être le petit coup de pouce qui lui permet de faire jouer une première pièce de théâtre. Et c'est en 1850, donc les débuts de Jules Verne comme auteur dramatique. Son père finance ses études et voit plutôt d'un mauvais œil ses écarts littéraires. Jules accomplit son devoir, il obtient son diplôme de droit et écrit à son père. Mon cher papa, tu sais toi-même que tôt ou tard, si les deux carrières, le droit et la littérature sont poursuivies, l'une finira par tuer l'autre, et chez moi, le barreau n'aurait pas grande espérance de longévité. Je puis faire un bon littérateur et ne serai qu'un mauvais avocat. Cette information est au final, dans ce 19e siècle plein de conventions, relativement bien reçue par son père. Et ça, c'est quelque chose qui montre des parents, au final, relativement ouverts aux souhaits de leur fils aîné. Et donc, ils vont y compris l'aider matériellement à survivre, puisque forcément, quand il démarre, il ne va pas tout de suite gagner de l'argent à faire l'écrivain. Mais en attendant, il a le soutien de ses parents. Commence alors une période d'intense activité créatrice. Les pièces de théâtre s'accumulent. Il fréquente le tout Paris et participe à la création d'un club de célibataires, les 11 sans femmes. Ce club d'hommes reste à l'origine de la toute nouvelle tranche de vie aventureuse de Jules. Dans ce club se trouve un ami de Jules Verne. Il fait partie des derniers célibataires parce que beaucoup des 11 se sont déjà mariés. Et Auguste Lelarge vient se marier à Amiens. Il demande à Jules Verne d'être son témoin. Jules Verne donc va faire son premier voyage à Amiens et là il va rencontrer la sœur de la mariée, Honorine veuve Morel, donc, qui a 26 ans, qui est déjà veuve de son premier mari, qui a 2 filles, et Jules Verne tombe amoureux. Jules Verne l'épouse en 1857, mais il comprend très vite qu'il n'est pas fait pour la vie de famille. Il n'aura de cesse tout au long de sa vie de saisir toutes les occasions qui s'offrent à lui de voyager. Il visite l'Angleterre ou encore l'Écosse et consigne scrupuleusement notes et dessins pour nourrir ses romans. En 1861, il embarque pour la Norvège alors qu'Honorine est enceinte. Il ne rentre que 5 jours après la naissance de son fils Michel. Il va peu s'en occuper. Jules Verne d'ailleurs pense souvent que les enfants sont là pour le troubler dans son travail d'écrivain. Il n'a pas la fibre paternelle, il n'a pas la fibre parentale, c'est évident. Et au-delà de l'aspect convenu du mariage, il subit plus les enfants qui sont présents dans son foyer qu'il ne les élève ou qu'il ne les éduque. Jules Verne s'isole pour travailler. Ses pièces de théâtre ne rencontrent pas le succès qu'il espère et les thèmes du voyage et de l'aventure le taraudent. Commence la grande réflexion, la grande mutation entre Jules Verne, l'auteur dramatique, et Jules Verne, l'écrivain des voyages extraordinaires, puisque Jules Verne va fréquenter la Bibliothèque nationale, où il va y lire énormément d'ouvrages scientifiques, d'ouvrages de géographie, s'intéresse énormément à la géographie à cette époque-là. Il lit aussi les récits des explorateurs ou des grands voyageurs, que ce soit les récits de Livingstone, mais aussi de Jacques Arago, Voyage autour du monde. La rencontre avec Arago va être marquante, en sens que c'est la première fois qu'il rencontre un explorateur, un vrai, quelqu'un qui a vraiment fait le tour du monde et qui donc forcément a vu des paysages que Jules Verne, y compris, ne verra jamais.
Et je pense que c'est là aussi, c'est un des déclics. Arago, c'est vrai qu'à l'époque, est donc quasiment aveugle. Il raconte ce qu'il a dans sa mémoire, quoi. Donc, il y a une espèce presque de passation entre l'explorateur et l'écrivain des Voyages extraordinaires en devenir. Et donc ça, c'est quand même assez formidable. Le souci de Jules Verne va être d'écrire des romans, comme il le dit, qui sont vraisemblables, c'est-à-dire qui pourraient très bien avoir lieu, et en cela il va donc se différencier d'Edgar Poe, qu'il admire beaucoup. Mais Jules Verne aura le souci de se documenter et d'introduire dans ses romans un savoir qui est toujours très précis, mais appuyé sur des réalités de l'époque. En 1858, Nadar, célèbre photographe, portraitiste de Jules Verne, mais aussi de Baudelaire ou de Manet, devient le père d'un genre artistique nouveau. Il réalise la toute première photographie aérienne de Paris depuis un ballon. Jules Verne se passionne pour ces nouvelles aventures scientifiques qui deviennent sa source d'inspiration pour son premier roman. Jules Verne apporte son manuscrit à un éditeur déjà connu à l'époque, Jules Hetzel, qui est un grand éditeur romantique. Il a publié les œuvres de Victor Hugo, de Balzac, de George Sand. Et lorsqu'il lit le manuscrit, Jules Hetzel est tout de suite emballé par ce ton nouveau, ce sujet particulier aussi que Jules Verne a développé dans ce roman, cette exploration de pays inconnus. Jules Verne choisit de faire partir le docteur Ferguson en ballon pour explorer le continent africain. Son héros survole ce pays luxuriant au gré des vents et de ses tumultes. Son héros parcourt la jungle, la steppe et observe des animaux sauvages. Il rencontre au hasard de la météo des peuples encore mal connus et parfois hostiles. Mais surtout, il cherche à découvrir un secret. Demain, mes amis, si le vent est favorable, nous marcherons droit au nord et nous découvrirons peut-être les sources du Nil. Ce secret demeurait impénétrable. Dès ce premier roman, Jules Verne démontre son génie visionnaire, car les sources du Nil ne seront réellement découvertes que 40 ans plus tard. Et c'est un roman qui va connaître un succès. Très vite, les lecteurs vont se rendre compte qu'il y a là quelque chose de nouveau. Un roman qui met en scène la science et qui la rend presque accessible à tous, ce qui va donc plaire à beaucoup de lecteurs qui sont sans doute curieux de mieux comprendre leur époque, de comprendre ce 19e siècle qui bouillonne d'inventions et de découvertes. Ce roman va beaucoup plaire à Hetzel, qui le publie et imagine immédiatement une grande collection de romans d'aventure. Et il va aussitôt demander à Jules Verne de continuer et passer un contrat avec lui demandant d'écrire d'autres romans dans le même style que 5 semaines en ballon. Et c'est ce qui est écrit textuellement dans le contrat. Ce contrat engage Jules Verne pour 10 ans à fournir 3 romans par an, notamment pour le magasin d'éducation et de récréation, revue destinée à la jeunesse. Il est sans doute le seul écrivain de l'époque à recevoir un salaire mensuel. La grande histoire des voyages extraordinaires vient de larguer les amarres. Voyage au centre de la Terre à la Lune, et les aventures du capitaine Hatteras sont édités par Pierre-Jules Hetzel avec un talent inégalé à l'époque. Il va avoir le souci très souvent de présenter à son public, à ses lecteurs, des beaux objets, des beaux livres reliés avec beaucoup de soin. Il fait appel à des relieurs professionnels qui vont introduire de la dorure, des couvertures rouges, or, souvent qui attirent donc le regard, mais qui font aussi du livre un très bel objet que l'on a plaisir à ouvrir, à regarder, et également à accompagner les textes des romans de Jules Verne d'illustrations qui sont souvent assez nombreuses. En 1865, alors qu'il prépare un nouveau roman, il accepte de partir quelques jours avec Honorine, près d'Amiens, dans la baie de Somme.
Verne, forcément, arrivé en baie de Somme, se retrouve dans ce milieu maritime qui lui rappelle son enfance. Et il est de nouveau face à la mer, face aux embruns, avec des bateaux, un port, etc. C'est quelque chose qui va l'amener donc à fréquenter autre chose que Paris. La baie de Somme a réveillé son âme aventureuse. Le désir de voyager lui revient plus fort que jamais. En 1867, Jules Verne embarque sur le Great Eastern avec son frère Paul pour un voyage dont il rêve depuis toujours, découvrir New York. Il sublimera cette ville et ce voyage dans le roman intitulé « Une ville flottante ». À son retour, il quitte définitivement Paris et vient s'installer avec Honorine au Crotoy, dans une petite maison non loin de la mer qui s'appelle « Ma solitude ». C'est dans ce port d'attache qu'il achète son premier bateau, le Saint-Michel. C'est un bateau traditionnel des pêcheurs de la côte Picard et de la côte d'Opale, qu'il aménage pour les besoins de la plaisance et avec lequel il va reprendre le goût de la mer. Il dit d'ailleurs, il est heureux à ce moment-là, il revit, et il revendique même d'avoir écrit l'essentiel de 20 milieux sous les mers à bord de son petit bateau de pêche réaménagé. L'idée d'écrire 20 000 lieues sous les mers lui a sans doute été inspirée par une lettre de George Sand lui témoignant son admiration après la lecture de ses 2 derniers romans. J'espère que vous nous conduirez bientôt dans les profondeurs de la mer et que vous ferez voyager vos personnages dans ces appareils de plongeurs que votre science et votre imagination peuvent se permettre de perfectionner. Je travaille avec rage. Ah, mon cher Hetzel, si je ratais ce livre-là, je ne m'en consolerais pas. Je n'ai jamais eu un plus beau sujet entre les mains. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits iniques, s'y battre, s'y dévorer, y transporter toutes les horreurs terrestres. Mais à 30 pieds au-dessous de son niveau, leur pouvoir cesse, leur influence s'éteint, leur puissance disparaît. Ah, monsieur, vivez, vivez au sein des mers. Là seulement est l'indépendance, là je ne connais pas de maître, là je suis libre. 20 000 lieues sous les mers sera sans doute le chef-d'œuvre de Jules Verne qui restera gravé profondément dans l'imaginaire de nombre de lecteurs. C'est ce roman qui sera le plus adapté pour le théâtre et le cinéma. Jules Verne est alors au sommet de sa gloire, l'argent coule à flot et il se permet une folie. Il va tomber sur un bateau, mais alors là, un vrai yacht, 33 mètres de long, voile et vapeur, 10 hommes d'équipage. Il va pouvoir faire de grandes croisières. Et le National, grand quotidien parisien de l'époque, annonce cette croisière de 1884 en disant « Monsieur Verne va faire une croisière en Méditerranée », comme si on annonçait aujourd'hui les vacances, je ne sais pas, aux Seychelles, d'une vedette de cinéma. Pendant 6 ans, Jules Verne parcourt les mers. Partout où il passe, il est accueilli comme un prince. Dans le port d'Alger, il ne veut pas descendre tout de suite du bateau tellement il y a de monde sur le port. Il fait escale à Naba et le bey de Tunis apprend la venue de Jules Verne. Il envoie son train privé chercher Jules Verne pour l'amener au palais du bey à Tunis. Et donc, on est vraiment là dans quelque chose qui n'est plus le voyage de passion, mais la visite protocolaire. Jules Verne vient au 2e rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère dans le monde, après Agatha Christie, avec plus de 4000 traductions. Son œuvre compte 62 romans et 18 nouvelles. À Amiens, il profite de sa notoriété. Jules Verne, quand il vit dans cette maison, vit en bon bourgeois de province. Comme l'indique une des cartes de visite d'Honorine, Madame Verne reçoit tous les mercredis soirs. Et donc Jules Verne décide pour ses amis d'organiser un grand bal costumé. La grande auberge du Tour du Monde, en référence à son œuvre, et il ajoute comme commentaire « Pour aujourd'hui seulement, on y boit gratuitement ».
les invités se pressent rue Charles Dubois, la foule des curieux qui, dès qu'il se passe quelque chose, vient donc voir ce qui se passe chez M. Jules Verne. Donc les sergents de ville vont intervenir, parce que forcément, ça crée un petit peu de désordre quand même dans un quartier plutôt à vocation résidentielle. Et donc les invités vont faire la fête toute la nuit, à tel point que les derniers, vraiment les plus acharnés, partiront le lendemain à 5h30 du matin. Et c'est vrai que ça va créer chez Jules Verne tout un réseau d'amis, de relations, qui vont lui permettre de bien s'inscrire dans la vie sociale, culturelle de sa cité d'adoption. 1886 marque pourtant le début d'une période très noire pour Jules Verne. Son éditeur et grand ami, Pierre-Jules Hetzel, décède, puis c'est au tour de sa mère. Il est extrêmement affecté et n'a pas encore vécu le pire. Gaston, un de ses neveux, souffre de troubles psychiatriques. Il arrive à Amiens, il rencontre son oncle qui revient d'une promenade. 2 coups de pistolet partent dans la jambe de Jules Verne. Et donc cette balle va rester donc dans la jambe de Jules Verne, lui imposant donc une claudication qu'il va garder jusqu'à la fin de sa vie. Jules Verne, handicapé, donc va forcément arrêter de voyager comme il le faisait jusqu'à maintenant, et donc il va s'intéresser encore plus qu'il ne le faisait avant à la vie de sa ville. Il est élu au conseil municipal d'Amiens en 1888 sur la liste républicaine. Il y siégera 15 ans. Mais plus que de faire de la politique, il préfère défendre des projets qui lui tiennent à cœur. Il soutient notamment le projet de construction d'un cirque d'hiver dont il obtient la mise en œuvre en 89. Hélas, sa santé fragile depuis toujours se dégrade. Cela s'est passé en un quart de seconde à peine. Toute la face gauche est brutalement paralysée, comme une lourde main posée sur la moitié du visage pour l'empêcher de se mouvoir. Ces crises de paralysie faciale ne sont pas nouvelles. Plus de 50 ans que j'en suis affligé. Je n'y vois presque plus rien. Je n'ai pas voulu risquer une opération tant que je vois encore assez pour faire le peu de travail, le peu d'écriture, le peu de lecture qui me sont encore possibles. Il écrira jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, il sera aussi, pour l'anecdote, conseiller municipal jusqu'en 1904, c'est-à-dire quasiment jusqu'à la fin de sa vie. La douleur est si intense, si obsédante, qu'elle le pousse à appeler de ses vœux, au travers d'un sonnet, la seule fée libératoire qui puisse le soulager, la morphine. Prends, s'il le faut, docteur, les ailes de mercure, pour m'apporter plutôt ton baume précieux. Le moment est venu de faire la piqûre qui, de solide enfer, m'enlève vers les cieux. Je sais que je vais mourir. Je le sens. Je croise les bras, la tête rejetée en arrière, comme le commandant du Nautilus. En mois de mars 1905, c'est vraiment le diabète qui a raison de la santé de Jules Verne. La mort de Jules Verne va être un événement qui va avoir un retentissement mondial. C'est-à-dire vraiment, on sait, on a des coupures de presse du monde entier qui montrent que l'événement a vraiment un retentissement sur toute la planète, et y compris quand les premières dépêches arrivant à Paris le soir de sa mort annoncent le décès de Jules Verne, les grands théâtres parisiens vont arrêter le spectacle pour une minute de silence en mémoire du grand écrivain. Jules Verne disait « Nous mourrons, mais nos actes ne meurent pas, car ils se perpétuent dans leurs conséquences infinies. Passant d'un jour, nos pas laissent dans le sable de la route des traces éternelles. » Enfants, adultes, comédiens, réalisateurs, aventuriers ou autres écrivains sont toujours inspirés par celui qui demeure le précurseur de la science-fiction et l'un des auteurs qui a excellé dans l'art de surprendre tout en démocratisant les dernières avancées scientifiques. Jules Verne nous emporte aujourd'hui encore avec passion dans son univers et nous abandonne toujours à regret à la dernière page de ses livres.